Bonjour Gilles, Bonjour. bienvenue sur Fréquence Populaire. Voilà, et le son fonctionne cette fois-ci. Du premier coup, mais c'est magnifique. Tout va Alors, pour le mieux. pour revenir sur la discussion que vous êtes passé à côté du principal, vous n'avez pas compris. Ce que dit la dame du département d'État américain, qui est aussi parlementaire européenne, c'est que le message le plus odieux, c'est que ces petites filles disent: «Nous sommes des filles et tu es un garçon, tu vas vouloir nous séduire». Peut-on imaginer pire? Ah ça, c'est vraiment le message russe par excellence. Alors, évidemment, l'agent russe qui est installé maintenant à la présidence américaine, des diffuse le même message. Alors c'est évidemment affreux pour cette dame du département d'État, mais le fond, Ah oui, tu nous confirmes bien que Donald Trump est un agent oui, du et il Guéant. a fait un décret pour passer de 72 genres à 2. Alors je vous informe que les 2, c'est hommes et femmes. Bon. Parce que dans les 72, il y en avait beaucoup. Il en a enlevé 70. C'est un Oui, petit mais peu comme Bayrou elle a avec, donc raison, c'est cette un petit dame. peu comme Bayrou avec l'indemnisation des fonctionnaires, des, congés maladie des fonctionnaires. Hein, on réduit. Et non, là, l'idée, c'est que la culture ukrainienne, la vraie culture ukrainienne, d'abord, elle n'a pas existé entre 1917 et 1989. Hein. Euh, ça, ces années passées en commun dans l'Union soviétique, ça n'a jamais existé. En réalité, ils étaient déjà une banlieue du Delaware. Et euh, euh, ensuite, ce qu'elle dit, c'est que l'Ukraine est complètement intégrée à l'OTAN, donc complètement intégrée à Davos, donc complètement intégrée au wokisme. Et ces musiques qui veulent faire refluer le wokisme en faveur de théories épouvantables, genre il y a des hommes, il y a des femmes, etc. C'est vraiment la manière dont la Russie veut tuer non seulement l'Occident, mais plus particulièrement l'Ukraine. C'est une, c'est Mais une pauvre en fille. Hein. Si on oui, veut c'est une aller à pauvre fille, mais l'essentiel, vraiment, là, oui, parce que employé du département d'État, la ligne de Trump va être que le département d'État va lui demander de manger son chapeau et de dire le contraire bientôt. alors il y avait une question d'Adrien dans le fil qui demande 72 genres, point d'interrogation. Et oui, oui, 72, je vois qu'en 72 genres. Et il 2023, en a supprimé il y 70. avait voilà, il y avait, entre autres queer, non binaire, bispirituel, xénogenré et tout Ah un tas oui, de trucs comme ça, il tout y a à fait des rigolo. listes Et officielles qui étaient... par exemple, quand vous vouliez vous inscrire dans une grande université de la côte Est, par exemple, vous n'aviez pas l'option homme ou femme. Vous aviez, euh, il y a 3 ans, vous aviez 34 options, mais pas homme ni femme. Ça n'existait pas comme option. C'est c'est pour donc vous quelque aider dans part, elle a votre raison. créativité. La propagande russe a marché puisqu'elle a subverti Ben, Trump. c'est normal, c'est un agent russe maintenant qui est installé au Capitole. Vous savez que c'est les Russes qui l'ont fait élire déjà il y a 8 ans et qui l'ont fait réélire là. C'est un agent de Poutine, Trump. C'est du moins la théorie. Tiens d'ailleurs C'est la théorie que nous sert Davos et le système médiatique français. C'est un agent de Poutine. Bon, c'est un peu heu, curieux comme idée, mais voilà. oui, c'est curieux. Avant d'adopter, mon Dieu, avant d'aborder des sujets, plus nationaux, on aurait bien aimé avoir ton avis votre avis sur, pardon, votre avis sur, heu, hem, la discussion qu'on a eue un peu plus tôt dans la matinale. Je ne sais pas si vous l'avez entendue, sur cette petite passe d'armes verbale, qui est passée, elle, assez, sous les radars des médias, entre Donald Trump qui, annonçait qu'il a les États-Unis ont donné 200 milliards à l'Ukraine et ce pauvre Zelensky qui dit: «Non, non, 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 on n'a reçu que 75». Donc il y a un écart de 125 milliards et on a supposé que ça pourrait être un moyen, tout en connaissant la corruption, totale qu'il y a en Ukraine,
un moyen pour les États-Unis de se dégager en les accusant de corruption et d'avoir détourné 125 milliards et de dire: «Voilà, c'est à cause de ce détournement qu'ils ont perdu la guerre». Est-ce que ça serait, quelque chose de possible ou c'est juste Donald Trump qui a sorti un chiffre comme, qui lui est passé par la tête? Vous savez, la Banque mondiale considère que quand 20% de l'argent qu'elle a envoyé arrive aux destinataires en Afrique, c'est une grande victoire. Donc, vous voyez, l'Ukraine, dans ce domaine, on est encore dans 50%, donc on est très au-dessus des États africains les plus corrompus. Ce que probablement Trump a voulu faire remarquer, c'est qu'il fallait que Zelensky parle moins fort, soit moins exigeant, sinon on lui ferait remarquer combien il a mis de côté. Très bien. Alors aujourd'hui, pour revenir, à notre pays, a été, déposé, enfin, mmh, monsieur Bayrou a décidé de faire passer le budget en 49.3, sans discussion préalable à l'Assemblée nationale et déjà commencent les calculs des uns et des autres pour savoir si le gouvernement va tomber puisque la France insoumise a déposé une motion de censure et que, un député, connu d'extrême droite, enfin du Rassemblement national a annoncé que lui, il était pour voter, la censure de ce de ce budget. Est-ce que, vous pensez qu'on est, au bord d'un potentiel renversement de ce magnifique gouvernement, Bayrou? Par nature, quand il y a des échéances électorales et que vous avez trois groupes, un qui arrive premier, un qui arrive second, un qui arrive troisième, et que vous demandez au troisième de former le gouvernement, euh, les possibilités que ça dure longtemps sont extraordinairement faibles. Parce que sous la quatrième République, certes, il y avait une instabilité gouvernementale, mais on avait un président qui essentiellement inaugurait les chrysanthèmes, pour prendre la formule de De Gaulle, mais on avait un président qui n'était pas euh, complètement hostile à la réalité et il demandait régulièrement aux dirigeants du parti qui avait obtenu le plus de voix de former le gouvernement. Alors, ensuite, le problème, c'est que ce parti n'avait pas de majorité absolue, donc ce gouvernement avait du mal à tenir très longtemps. Mais au moins demandait-il au parti qui était arrivé en tête. Là, on demande au parti qui est arrivé en queue. Alors, évidemment, c'est un exercice beaucoup plus élégant. On ne peut pas dire, c'est à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, écrivait Corneille. Mais cet exercice, pour élégant qu'il soit, a très peu de chances de réussir. Alors l'idée, c'est que on va débaucher quelques socialistes. Bon, on va peut-être débaucher quelques socialistes. Est-ce que la débauche de quelques socialistes permettra d'éviter la censure? Ça, on ne le sait pas. Mais la question de fond, elle est celle qu'on ne peut pas gouverner un pays qui a trois blocs à partir du bloc le plus faible. Les Britanniques, qui ont une tripartition traditionnelle entre les conservateurs, les travaillistes et les libéraux, euh, ont une méthode simple, c'est le scrutin uninominal à un tour, qui fait que Margaret Thatcher a été considérée comme ayant un triomphe total quand elle avait 37, 38, 39, 40, 42% des voix. Pas 52, 42. Hein. C'est l'uninominal à un tour. En France, nous aurions une chambre pratiquement univoque Rassemblement national si nous avions le système anglais. Et nous n'aurions pas le problème de tripartition. Ça, c'est très Nous intéressant. n'aurions pas ce problème de tripartition que les Anglais ont résolu de manière simple. Celui qui arrive en tête emporte le siège et donc emporte la Chambre des communes.
Et donc, nous serions en Angleterre, nous aurions Jordan Bardella ou Marine Le Pen, parce que le Premier ministre joue le rôle du président, le roi ou la reine étant un peu effacé dans la vie politique, nous aurions un gouvernement du Rassemblement national, probablement sans besoin d'alliance, puisque seuls, sans même M. Ciotti, ils arriveraient à avoir une majorité très large, très très large. Donc, on a un système qui est fait pour forcer à la coalition. Il a été conçu ainsi. Il est fait pour forcer à la coalition, et celui qui est dans une coalition emporte la majorité. Mais les constituants de la Ve République pensaient que la vie politique garderait le sens commun. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une coalition, on a d'abord un texte politique, un gouvernement en vue, un programme, on fait une coalition. Là, on a une coalition qui crie « Hitler revient » et porte un jupon, elle s'appelle Marine Le Pen, et il faut une coalition où on se retire les uns devant les autres, on fait une coalition pour gagner. Alors cette coalition gagne, elle comporte de monsieur Retailleau à monsieur Mélenchon et aux amis du facteur de Neuilly, elle va du NPA à monsieur Retailleau. Le problème, c'est qu'elle n'a pas le moindre programme et le moindre mot à dire ensemble. Donc, les constituants de la Ve République n'avaient pas imaginé la folie dans laquelle la vie politique française est arrivée, puisque la majorité a été donnée par les urnes à une coalition absurde qui n'arrive pas à dire une ligne ensemble. Donc le président considère que c'est lui qui est la tête de proue naturelle de cette coalition, donc il choisit un de ses soutiens, François Bayrou, pour faire un gouvernement. Ce gouvernement, évidemment, comme la entre guillemets majorité qui a défait le Rassemblement national, cette majorité n'a pas la moindre capacité à dire un mot en commun. Bon, mais la source principale de tout cela, c'est cette majorité du Front républicain. Alors, dans le fil, on a Courbe qui écrit « J'adore le côté acide de M. Casanova ». Darrell Falcon écrit « Vous êtes trop lucide pour ce pays, M. Casanova. Vous n'emportez pas l'adhésion avec Lolo Smba. » Et on a Stéphane Chamignon qui nous dit « Suspense, si Bayrou est renversé, j'espère que cette fois, Ségolène Royal aura sa chance. » Oui, ce pourrait être tout à fait drôle comme possibilité. Alors moi j'ai une question. On a bien eu le retour de Manuel Valls. Pourquoi pas celui de Ségolène? On a besoin des deux pôles. On entend une musique dans les médias, certains appellent de grand chemin, et les médias classiques, en particulier France Info, TF1, France 2, de « Mon Dieu, ce seraient des irresponsables, ceux qui bloqueraient le budget, qui renverseraient le gouvernement, car alors nous n'aurions pas de budget et la France serait dans une situation financière catastrophique. Ils ne sont pas sérieux, il faut un budget. » Est-ce que ce n'est pas là la réussite quelque part d'Emmanuel Macron, qui avec sa dissolution et le fait de devoir chercher avec peine un gouvernement improbable pour les raisons que vous avez très clairement exprimées, ne permet pas de enlever la responsabilité de la dette qu'il a créée, de l'état catastrophique des finances du pays, de rejeter la responsabilité sur d'autres, sur deux gouvernements qui n'arrivent pas à faire de budget et sur des oppositions qui refusent que la France ait un budget. Vous pensez trop. Est-ce qu'il n'a pas réussi une opération de mystification? Vous pensez trop, Georges. Ça vous fait du mal. C'est beaucoup plus simple.
c'est simplement stupide. Ils ont expliqué pendant quelques jours qu'il y aurait un shutdown terrible si on n'avait pas de budget en décembre et qu'on ne pourrait même plus payer les fonctionnaires, croyant que la France était les États-Unis. Car eux se vivent comme Américains. Hein. Le petit monde médiatique, il se vit comme Américain. S'il était au Groenland, ça n'aurait pas traîné, je vous le dis tout de suite. Il se vit tellement comme Américain qu'il pense que ce sont exactement et rigoureusement les règles américaines qui sont appliquées en France. Donc on n'a pas de budget, c'est le shutdown. Alors, ils ont trouvé le moyen de dire qu'un texte voté à l'unanimité avait évité le shutdown à la française. Pas du tout. La règle, c'est qu'on poursuit le budget de l'année précédente. Et il y a eu un texte voté unanimement confirmant qu'on poursuit le budget de l'année précédente. Alors, évidemment, c'est pas idéal de poursuivre le budget de l'année précédente. D'abord parce que c'était un très mauvais budget. Ensuite, parce que évidemment les choses évoluant, l'inflation évoluant, les besoins, les difficultés n'étant pas exactement les mêmes, ça n'est pas très avantageux comme situation. Mais ça n'est pas la fin du monde. Il vaut mieux cela que une situation dans laquelle on a un budget très mauvais, ou dans le budget des choses qui soient inacceptables. C'est le débat tel qu'il est posé là. Et surtout, le principe du 49.3, c'est à partir du moment où on décide que la représentation nationale, elle n'est pas là pour discuter. Voilà. Elle n'est pas là pour discuter. Donc, si on commence à discuter, on n'en finit plus. Donc, il faut voter sans débat. Ça, effectivement, c'est le cœur de la pensée macroniste, ou le cœur de la pensée macronienne. Mais ça n'est pas une vision d'avenir pour un pays. Je vous rappelle que les pays qui ont un peu d'influence ont un débat, et un débat vif. Il y a eu 2 ou 3 voix de majorité au Sénat pour faire la guerre du Koweït, la première guerre du Golfe. Alors qu'en France, le débat a été interdit et il y a eu 30 personnes qui n'ont pas voté pour à l'Assemblée nationale et qui ont été regardées comme les derniers des derniers. Oui, d'ailleurs, cette question de l'entrée en guerre de la France n'est quasiment plus du tout débattue à l'Assemblée nationale depuis très longtemps, depuis la première intervention en Afghanistan. Est-ce que vous connaissez des choses importantes qui sont débattues au Parlement? Elle devrait, celle-là. Toutes les choses importantes devraient être débattues au Parlement. Aucune ne l'est. Elles sont débattues dans une enceinte sans aucun élu à Bruxelles, avec des milliers de lobbyistes autour pour faire la loi, et elles sont ensuite imposées ici. On discute de quoi alors? On discute de la fin de vie. Ah oui, on discute de la fin de vie. Bon, est-ce que c'est la question clé? Ah, dans un pays vieillissant, c'est une question qui peut mobiliser une partie de l'opinion. Enfin, vous savez, l'avenir se construit pas avec une vision de la fin de vie. En tout cas, c'est pas l'histoire de la civilisation humaine. Donc on est, selon vous, dans une paralysie démocratique? On est dans une crise de civilisation très profonde qui se manifeste de 1000 manières. Nécessairement, ça devrait ne pas finir comme le souhaiterait Emmanuel Macron. C'est une continuation de son propre pouvoir par d'autres moyens, sans qu'il y ait trop de débats, avec Il des médias aux ordres. redit à chaque occasion qu'il a qu'il n'est pas question de faire une autre politique que celle qu'il a menée. Voilà quelque chose qui est très clair. Et qui, Il n'y a pas d'alternative. oui, enfin, lui n'en voit pas. Mais ça, c'est Non, naturel. non, je pensais à Margaret Thatcher et Mais son There is no alternative. la question qui est posée aux députés, c'est: voulez-vous poursuivre la politique d'Emmanuel Macron? Avez-vous été élu pour cela? Une majorité n'a pas été élue pour cela.
Maintenant, est-ce qu'ils considéreront que sous la pression du système médiatique, ils doivent laisser passer, laisser faire? Bon, vous avez compris pourquoi il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat parce que s'il y avait un débat, les socialistes devraient parler et ils seraient obligés de dire qu'ils sont pour Macron. Or, ils n'ont pas envie de le dire. Mais ils veulent bien le faire, mais ils n'ont pas envie de le dire. Ah, c'est tout le problème du dire et du faire. Vous savez, c'est très délicat. En amour, c'est absolument terrible. Et là, entre Macron et les socialistes, vous savez que depuis 8 ans, même 9 ans maintenant, c'est une affaire d'amour un peu contrariée parce que Macron ne renvoie pas l'ascenseur, mais les socialistes, eux, ont quand même fait tout ce qu'ils pouvaient. C'est Emmanuel Valls qui avait raison quand il disait qu'il fallait changer le nom du Parti socialiste et enlever le mot Mais socialisme, oui, faut car ça l'appeler crée de la parti. confusion. Parti, voilà, parti. Le parti. Le Ou parti. un parti parmi d'autres. Oui, il n'y a plus Alors, il rien y a à un autre. voir avec le mouvement socialiste historique, ça c'est clair. C'est une vision mondialiste de la droite des affaires. Vous savez, la droite Qui des régit valeurs, les en France, choses. il y a la droite des valeurs et la droite des affaires, qui sont pas exactement les mêmes. La, la- la droite des valeurs, vous la trouvez plutôt dans Valeurs Actuelles, la droite des affaires, vous la trouvez plutôt dans Les Échos. Le Parti socialiste, c'est une version euh, beaucoup plus mondialiste et anti-française de la droite des affaires. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'a été historiquement la gauche, ou le socialisme, ou le mouvement ouvrier, ou quoi que ce soit du genre. Hein. Ne cherchez pas, vous ne trouverez pas de connexion. Alors, il y a un sujet euh, qu'on voulait aborder avec vous, puisque vous êtes, entre autres, un spécialiste de ces questions-là. C'est le problème de la justice et du système pénitentiaire en France. On a vu que Darmanin proposait d'avoir des prisons spécialisées pour le grand banditisme et qu'il s'inspirerait de ce qui se passe en Italie. Euh, Nous, on voulait avoir votre avis sur le fait que dans le code pénal, le principe même qui est à l'œuvre, c'est qu'il n'y a pas une telle dissociation entre les crimes faits aux biens et les crimes faits aux personnes, et que peut-être faudrait-il modifier cela pour qu'il y ait des sanctions plus lourdes et un système carcéral qui fonctionne avec des gens qui commettent des crimes sur des personnes, que ce soit des viols, des tabassages, des meurtres. Ne parlons pas des crimes faits sur les enfants, soient beaucoup plus sanctionnés et aillent réellement en prison. Est-ce que vous pensez que quelque chose peut être fait dans ce sens-là dans notre pays et qu'il y aurait un intérêt à avoir un système carcéral spécialisé? Jacques Bénigne Bossuet, évêque de Meaux, disait que Dieu se rit de ceux qui déplorent les conséquences dont ils chérissent les causes. On est dans cette situation. Dans les années 60, la France avait moins de détenus que tous les autres pays de l'Europe. C'était le pays qui avait le moins de détenus. Ce n'était pas le pays qui vivait dans la violence la plus intense. On n'a pas le souvenir que les années de Gaulle aient été des années de violence, de rues livrées à la drogue, au trafic et aux mafias. Non. On avait une société qui avait une cohésion et une cohérence. On avait une société qui était capable d'intégrer et d'assimiler. On a choisi, notamment à Bruxelles, notamment les milliardaires, notamment Soros et les organismes du type Davos et Bilderberg et quelques autres, d'avoir un changement de population, une modification. On a pensé que la classe ouvrière française avait trop de traditions de lutte, trop de traditions socialo-communistes, qu'il fallait la changer par des catégories qu'on allait faire venir d'Afrique, d'Asie,
qui, après avoir été recrue de difficultés et de souffrances sur la route, allait accepter de travailler pour, dans n'importe quelles conditions, et surtout faire un remplacement d'une classe ouvrière aux traditions de lutte et d'organisation par des ouvriers sans tradition, sans culture et sans cohésion entre eux. À partir du moment où on choisit cela, on choisit aussi d'aller à l'encontre de ce que disait Victor Hugo. Victor Hugo disait, quand on ouvre une école, on ferme une prison. Quand on fait venir des dizaines de milliers, et même des millions, puisqu'il y en a des millions, de gens qui viennent de pays dans lesquels il n'y a pas d'école, ou bien où le chaos du monde a détruit les écoles, on ouvre naturellement des prisons. On est de l'ordre de 3/4 à peu près des peines de prison qui sont attribuées à des personnes qui sont liées directement ou indirectement à l'immigration. Donc, il y a deux versions, bien sûr. Il y a une version un peu syndicat de la magistrature. On est tellement raciste que on les envoie en prison, alors que les blancs européens, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, on les envoie pas en prison. Ça, voilà, la version raciste woke, syndicat de la magistrature. Il y a aussi une autre version qui est de dire que ce que dit Victor Hugo dans un sens va dans l'autre. Si on fait venir des gens qui n'ont pas été à l'école, ils vont être d'une violence beaucoup plus grande. Par exemple, la multiplication d'attaques au couteau en France, elle est concomitante avec l'augmentation drastique de personnes que l'on reçoit d'Afghanistan, où chaque personne doit avoir un couteau, et le couteau est un moyen de communiquer lorsque l'on ne maîtrise même pas sa propre langue, ce qui est le cas d'une part importante des Afghans qu'on accueille, qui ne parlent pas français bien sûr, mais ne parlent pas non plus les langues afghanes. Donc ensuite, la question de savoir comment on va résoudre ce problème dans les prisons, il faudrait d'abord s'attaquer aux causes avant de regarder le détail des conséquences. Alors, on peut avoir toutes sortes de manières de faire. Elles ne résoudront pas le problème. Si vous vous tapez sur la tête toute la journée, à la fin de la soirée, vous aurez mal à la tête. Bien. La question de savoir si vous allez préférer du Doliprane ou bien de l'ibuprofène, c'est une question qui ne manque pas d'intérêt. Mais arrêtez de vous taper sur la tête et vous aurez une vraie solution. D'accord, donc je comprends bien, le sujet n'est pas abordé par le bon côté, pas par la racine, mais par, les fleurs et les feuilles et donc il ne trouvera jamais de solution si on l'aborde, de cette On manière-là. peut Donc choisir une chose ou une autre. Quand on a mal à la tête, on prend de l'ibuprofène, on prend de l'acétaminophène, on prend ce qu'on veut. Mais le problème, c'est de résoudre les raisons de la migraine. Ensuite, le débat est ouvert. Moi, je n'ai pas de position particulière sur acétaminophène ou ibuprofène. on peut supposer, que vous êtes, assez peu d'accord avec la logique de Nouvelle-France, prônée par, Jean-Luc Mélenchon, qui s'est encore exprimé, à plusieurs reprises, dans ces journées, justement de la Nouvelle-France, qui est la logique électorale qu'il a choisie depuis, 2018. Et on a eu un week-end très France insoumise, puisque Jean-Luc Mélenchon a tenu tribune au Mirail, à l'université du Mirail à Toulouse, et que Louis Boyard perdait les élections à Villeneuve-Saint-Georges. Euh, est-ce que vous y voyez un rapport avec ce que vous venez de nous dire? Est-ce que j'ai un rapport? Est-ce que vous voyez un rapport avec ce que vous, enfin, en tout cas, je pense que vu ce que vous avez dit, vous n'êtes pas trop d'accord avec cette nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon, et qui semble assez instable. La ligne politique de Jean-Luc Mélenchon, c'est Terra Nova durci. Hein, c'est-à-dire c'est le débordement du Parti socialiste, comme disait l'extrême gauche des années 70. Il les a débordés
en allant plus loin, plus fort. C'est la ligne de Davos, en plus dur, avec un discours social à côté, bon, dont on voit pas très bien comment il va pouvoir trouver sa place dans un dispositif tellement mondialisé, tellement internationalisé. Vous savez qu'il a dit qu'il fallait créoliser la France, faire cette nouvelle France, et que le premier pas de cette créolisation qu'il saluait, c'était l'apparition si massive de ces enseignes en anglais dans nos rues. Voilà, alors ça, si vous voulez, la messe est dite. Il n'y a pas de spécificité du propos de Jean-Luc Mélenchon par rapport au propos de Davos, par rapport à la ligne Terra Nova Microsoft, puisque c'est Microsoft qui finance Terra Nova. Il n'y a pas de spécificité par rapport à la ligne Soros. Il y a simplement une astuce qui consiste à dire que le grand remplacement va finir par apporter des populations qui ne vont pas être en phase avec les organisateurs du grand remplacement, et que si on est islam friendly, pour parler leur langage créolisé, si on est islam friendly, on va ramasser la mise. C'est vrai, dans une série de banlieues dans lesquelles le poids de l'immigration est devenu tel que c'est une minorité de non issus de l'immigration qui est présente parmi, par exemple, les moins de 25 ans. Hein. On est dans les 60, 65, 70% de moins de 25 ans qui sont issus de l'immigration. Mais ce n'est pas le cas de toute la France. Au niveau global, on approche 11% de personnes nées étrangères à l'étranger. Mais bien sûr, on ne met pas leurs enfants nés ici dedans. Mais si on veut regarder culturellement ce que cela produit, il faut mettre la plus grande partie de leurs enfants, ceux qui sont dans des zones dans lesquelles l'intégration ne se fait plus du tout ou se fait très peu. Et là, on voit qu'on est devant des chiffres qui ne ressemblent plus du tout à cela. Dans le fil de discussion, Fred Krug nous dit: «Mais monsieur Casanova, on a besoin de tous ces gens qui viennent d'ailleurs, on manque de main-d'œuvre, ils travaillent là où les Français ne veulent pas aller», Non, pas du entre tout. guillemets, en raison de Pas salaires du trop bas. tout. On a besoin de ces gens-là si on ne veut pas payer les Français au prix où les Français veulent se faire payer. Je vous ai parlé d'une classe ouvrière aux traditions de lutte et de contestation et aux traditions de demander des salaires décents. Alors si on donne des salaires décents, on a tous les gens qu'on veut. Ah, sauf évidemment si on a un dispositif de numerus clausus qui l'interdit. Le cas pour les médecins, par exemple, on n'a pas de médecins parce que l'ordre des médecins a imposé depuis 50 ans une clause du nombre qui fait que, à la fin de la première année, parmi ceux qui ont réussi l'examen, on ne prend qu'un certain nombre qui a été défini par l'ordre des médecins. Alors ça, c'est une absurdité complète, mais là encore, on se tape sur la tête et on dit qu'à la fin de la journée, on dit on a la migraine. Non, on s'interdit de former des médecins, ensuite on manque de médecins. Ça, c'est... on est un peu dans 1984 là, hein. On fait quelque chose, puis on dit ah pourquoi quand on donne un coup de couteau, il y a du sang qui sort. Ben oui, pourquoi? Vous parliez tout à l'heure du du programme social, enfin, en disant que c'est du Terra Nova durci, mais qu'il y a un discours social. Néanmoins, le problème, c'est que quand on regarde le programme du nouveau Front populaire, on y voit le social redistributif classique de gauche, mais on voit plus tellement l'aspect industriel, heu, création de richesses, heu, qui était, qui était très important, à gauche, pour les marxistes.
et en fait, on ne comprend pas très bien comment ils comptent le financer en réalité, ce programme, de gauche, avec une aussi faible, industrie, puisque même Mélenchon, s'est déclaré, que c'était complètement secondaire. Oui. Quand vous dites c'est un programme de gauche avec les mesures traditionnelles de la gauche, avec les vieilles lunes de la gauche. Parce que quand on a comme programme d'augmenter le SMIC depuis 30 ans, c'est sympathique pour ceux qui sont au SMIC. Mais ça a comme résultat que la France est un des pays qui a le plus de salariés au salaire minimum. Quand vous écrasez les salaires en faisant monter le SMIC, mais en maintenant bas le reste des autres salaires, vous avez un dispositif dans lequel vous écrasez les couches moyennes et vous ramenez tous les gens qui sont en règle au salaire le plus bas qui est le SMIC, que vous avez monté suffisamment pour que les employeurs aient envie d'avoir des migrants au noir. Donc vous voyez, le système est parfaitement cohérent. Et comme justement, on veut créer le bonheur des sans-papiers parce que c'est une main-d'œuvre qui est formidable, et que on a autant d'amour pour les sans-papiers dans les Échos que chez Mélenchon, ce qui devrait quand même faire réfléchir les gens qui s'apprêtent à voter Mélenchon. Mais on a un système parfaitement cohérent, c'est-à-dire un système qui écrase les catégories intermédiaires, qui tire vers le bas la classe ouvrière et qui a pour perspective, en apparence, de faire monter le SMIC, en réalité, de mettre l'ensemble des catégories populaires à un seuil qu'elle ne pourra plus dépasser. Évidemment, il n'y a plus d'intérêt à aller se former, puisque de toute façon, quelle que soit la formation qu'on pourra prendre, on ne pourra pas décrocher du SMIC. Et vous voyez tout ce que ça entraîne, la hausse continue du SMIC dans un cadre où on maintient les autres salaires, c'est absolument délétère. On a, Watu Watu qui nous écrit qu'en Italie, ils ont régularisé 500 000 réfugiés, ce qu'avait fait aussi, Berlusconi. Heu, je pose la question parce qu'on a, l'autre formation politique, en dehors de la France insoumise, qu'on va pas taper que sur la pauvre France insoumise, qui est le Rassemblement national, qui, comme vous l'avez dit, si on était en système britannique, ils auraient déjà le pouvoir. Alors eux, depuis longtemps, disent vouloir lutter contre l'immigration, mais n'arrivent pas à voir très bien comment, en lisant leur programme, en particulier économique, ils comptent réaliser cela. Est-ce que, alors ils ne sont pas terra nova, mais est-ce qu'ils ne sont pas, facticement, en fait, eux-mêmes, enfin, est-ce qu'ils ont une, est-ce que vous considérez qu'ils ont un moyen de lutter contre l'immigration débridée et pour, une relance, du pays, en particulier en termes Alors d'industrialisation? Autre chose que de faire comme madame Meloni, que de, régulariser des nous sans-papiers. avons un problème en France dans le débat sur l'immigration, c'est que on ne parle que de l'immigration illégale. Et il y a une immigration légale, et elle est en France très importante. Et le Rassemblement national, il participe à ce débat un peu confus qui mélange l'immigration légale et illégale. Il dit plus d'étrangers. Voilà, on en a trop. Maintenant, c'est la submersion, comme dirait Bayrou, et on n'en peut plus. Bon. Alors, ça n'aide pas à comprendre comment se pose vraiment le problème. Par exemple, on ne peut pas résoudre la culture des clémentines en Corse sans l'apport de salariés maghrébins qui viennent quelques semaines faire la récolte des clémentines. Ça, c'est pas une question de prix, c'est une question de compétences et de temps. Il n'y a pas dans l'île suffisamment de gens
qui soient capables de faire la récolte des clémentines. Donc il faut aller les chercher au sud de la Méditerranée. Mais ils viennent avec des contrats de travail très clairs, avec des salaires tout à fait transparents, des charges sociales, des règles qui sont établies. Et l'Office français de l'immigration les fait venir et les fait partir. Il n'y a pas de gens qui restent après la récolte des clémentines. Et ça, c'est un type d'immigration qui est tout à fait positif, parce que la Corse est une île qui n'a pas assez d'habitants pour résoudre la question de la récolte des clémentines. Bon, et cette immigration, elle est une chance pour les salariés du Maghreb, parce que le change entre l'euro et la monnaie de leur pays est très favorable, et ils sont donc payés pour récolter des clémentines à un prix qui est extraordinairement élevé par rapport à leur pays. Donc c'est pour eux une bonne opportunité professionnelle, et ça ne déstabilise pas la société française, ni la société corse d'ailleurs, puisqu'ils viennent le temps de la récolte et ils repartent après. Donc c'est une opération de migration qui est gagnant-gagnant. Donc ça, c'est quelque chose qui existe, qui est possible, et il faut pas voir l'immigration seulement sous l'angle de l'immigration illégale, mais il faut la voir comme un processus notamment de migration circulaire, c'est-à-dire dans lequel il y a à certains moments des besoins qui sont temporaires et des moyens de les rémunérer qui font que pour les pays d'origine et pour les salariés concernés, c'est une opportunité. Donc ça, c'est du gagnant-gagnant. Le Rassemblement national n'a pas réfléchi sur ça. Il n'a pas une proposition construite d'immigration gagnant-gagnant. Il a une proposition de dire on ferme complètement les frontières. Bon. Et on a en face Jean-Luc Mélenchon qui est on ouvre complètement les frontières, avec toute l'extrême gauche qui dit ceux qui sont ici sont d'ici, il y a un droit inaliénable à chacun de s'installer où il veut et de bénéficier des droits sociaux qu'il y a là où il s'installe. Il est évident que dans ces conditions, on rencontre l'aile la plus sévère de la droite, celle qui veut mettre fin à la sécurité sociale pour faire que ce soit simplement un dispositif privé et commercial. Vous voyez bien qu'il y a là la rencontre de tout ce petit monde. Et c'est pour ça que l'immigration est en France au cœur du débat, parce que on y voit les intentions d'avenir des uns et des autres, et on voit que globalement, contrairement à l'apparence, il y a un très grand consensus dans les élites pour mettre fin à la France. Alors, en 2017, pour la campagne présidentielle de 2017, Jean-Luc Mélenchon était pour la régulation des migrations, et il avançait l'idée de arrêter les flux en améliorant la vie des pays d'origine d'où viennent les nouveaux immigrés. Ça a été oublié, peu importe. Ce qui est intéressant quand nous, on suit énormément les BRICS et les nouvelles dynamiques au sein du Sud global, est-ce que finalement, la solution ne va pas venir du Sud global? Parce qu'on y voit de plus en plus dans des pays d'Afrique, la volonté de se développer, de trouver de nouvelles voies de développement qui ne passent pas par ce qui a été fait, qui a eu l'effet contraire, par le FMI, la Banque mondiale et les politiques de réajustement structurel, et qui souhaiteraient, comme le voulait Thomas Sankara, que leur population ne quitte plus le pays, en particulier les élites, mais qu'elle reste dans le pays pour le développer. Est-ce que vous ne pensez pas que cela viendra un jour, et qu'alors nos dirigeants, enfin nos hommes politiques, devront trouver des solutions un peu plus originales pour redresser la France? Comme vous l'avez dit, cela viendra un jour, pas demain.
car les BRICS ont toutes les qualités de la Terre, mais pas celles d'être des États démocratiques pour la plupart d'entre eux. Or, ce qui fait partir les migrants économiques, on les appelle migrants économiques, ils sont pas tout à fait économiques. Si vous regardez ceux qui partent sont ceux qui peuvent payer les passeurs. Ceux qui peuvent payer les passeurs sont pas les plus pauvres. Les plus pauvres, ils peuvent pas payer les passeurs. Ceux qui peuvent payer les passeurs sont ceux qui ont atteint un certain niveau de compétence, un certain niveau dans leur société, et qui voient que c'est l'absence de démocratie qui fait qu'il n'y a pas d'ascenseur social pour eux, et qu'ils vont rencontrer l'ascenseur social en Europe. C'est pour l'ascenseur social qu'ils viennent et pas pour le RSA. Ça, c'est une chose que le Rassemblement national voit pas très bien. Ils pensent qu'ils viennent pour le RSA. Non, ils viennent pour l'ascenseur social parce qu'il est bloqué chez eux. Et chez eux, ils ne sont pas au RSA parce qu'il n'y en a pas, mais ils ne sont pas les plus pauvres. S'ils étaient les plus pauvres, ils ne pourraient pas payer les sommes gigantesques que demandent les passeurs par rapport aux revenus moyens qui existent dans ces pays. Donc, ce qu'il y a, c'est que ceux qui fuient dans une immigration qu'on appelle ici asile économique sont en fait ceux qui seraient le ferment d'une classe moyenne qui pourrait dynamiser ces sociétés. Elles ne le peuvent pas parce qu'il n'y a pas la démocratie qui permet cette dynamisation. Or, pour l'instant, si les BRICS avancent sur l'économie, on ne remarque pas que les pays qui constituent les BRICS avancent beaucoup vers la démocratie parce que c'est pas leur souci, c'est pas leur histoire, c'est pas la tradition des peuples concernés. Donc, on peut penser que plus il y aura de richesses et plus il y aura de pression vers la démocratie. Mais c'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que la richesse engendre l'apparition de couches intermédiaires et que ces couches intermédiaires, elles fuient vers l'Europe. Et elles ne constituent pas des classes moyennes fortes. Alors, je ne parle pas du Brésil ou de la Russie, mais je parle par exemple de l'Afrique, qui est l'endroit où la progression démographique est la plus grande. Et donc, on a là un phénomène qui est, alors bien sûr, vont vous dire certains, lié à la colonisation. Oui, c'est lié aussi aux traditions propres de cette région, au climat, à toutes sortes de conditions objectives qui font par exemple que quand l'Algérie gagne plus d'argent en vendant beaucoup d'hydrocarbures à l'Italie et fait la une d'El Moudjahid, le quotidien gouvernemental, il y a 3 jours, en disant entre l'Algérie et l'Italie, une lune de miel qui n'en finit pas, l'argent qui arrive, il file aux dirigeants, pas à la population. Et il ne sert pas à construire une industrie algérienne. L'Algérie, elle exploite le pétrole pour faire la richesse de ses dirigeants, elle ne construit pas une grande industrie dynamique. Alors, cette semaine, Je vous déçois. François Point par Bayrou... point, je vous déçois à chaque fois, je sais, mais malheureusement, la réalité est décevante. Non, non, vous ne décevez pas. Un point de vue très intéressant. Et d'ailleurs, cette semaine, notre Premier ministre, le vert galant de Pau, le nouveau vert galant, François Bayrou, a dit qu'il y avait une subversion migratoire. C'est le terme qu'il a utilisé. Ça a provoqué un esclandre avec ses alliés qui ne veulent pas dire qu'ils sont ses alliés, comme vous le disiez, le Parti socialiste, qui a dit que certains voteraient une motion de censure à cause de ses propos. Et je voudrais votre sentiment sur les interventions de quelqu'un que vous connaissez très bien, qui est monsieur Didier Lesky, qui est directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFII, et qui a été reconduit à ce poste. Alors,
Là, cette semaine, il a déclaré qu'il n'y a pas de subversion migratoire en France, Didier Lesky, mais pointant, en disant que les débats autour de l'immigration ne sont pas raisonnables, qu'il n'y a pas de subversion migratoire, mais il y a des endroits où la concentration d'immigration pose des problèmes sociaux importants quand qu'il faut arriver à résoudre. Alors j'ai lu ces Et, interviews et j'ai lu les et chapeaux juste, journalistiques au-dessus qui disent quelque chose de très différent. Il ne dit pas ça. et j'allais y venir, parce que le 13 novembre, et vous allez pouvoir préciser, le 13 novembre, justement, il était reconduit dans ses fonctions et il passait en commission dans le Sénat, je Au crois. Sénat et à l'Assemblée Et, nationale, les deux. euh, et il déclarait, ça c'est pas dans le chapeau, que l'immigration mérite une réflexion qui dépasse les points de vue moraux. C'est un sujet qui préoccupe une partie de nos concitoyens, en particulier les plus démunis, et nous devons nous interroger pour y répondre. Alors, que pouvez-vous nous dire des propos de Didier Lesky et qu'est-ce qu'il veut entendre? Et ce qui est intéressant aussi, c'est la déformation qu'en font les chapeaux et les titres des journaux, mais sur tous les sujets. Bon. Il faut vraiment s'habituer à arrêter de lire les chapeaux et les titres. C'est important ce que vous avez dit, parce que souvent, c'est strictement le contraire de ce qu'il y a dans l'article. Que cherche le journaliste en général? À se faire mousser, à exister. Donc s'il arrive à dire que le dirigeant d'une administration contredit le Premier ministre, il est content, il a gagné. S'il arrive à en faire un buzz et un scandale, bon, il est le roi de la fête et la reine du jour. Bon, maintenant, ça ne va pas très loin. Didier Lesky a l'avantage d'avoir écrit ce qu'il pense à travers une publication chez Gallimard qui s'appelle L'immigration, je ne sais plus le nom exact de cette publication. Je sais que c'est un peu un jeu de mots, mais il exprime des choses assez précises. Quand on fait un sondage pour demander aux Français s'ils pensent qu'il y a submersion migratoire, 70% des Français disent oui. Donc le propos du Premier ministre, Je me ce n'était permets pas de dire qu'il y avait son une titre. submersion migratoire. Le Premier ministre, il a dit que dans certains départements, il y avait submersion migratoire. Bon, il pensait à Mayotte, où là, comme on a une majorité de migrants illégaux, on peut quand même parler de submersion, c'est autorisé, hein, ou d'autres départements comme le 93, qui sont passés en quelques années du 9e au premier rang en pourcentage de population immigrée en France. Et il évoquait le sentiment, c'est ce que c'est l'insécurité culturelle dont le printemps républicain avait fait son carburant, c'est-à-dire qu'il y a une situation dans laquelle les Français, dans de nombreux départements, n'ont plus le sentiment d'être chez eux. C'est ça le sentiment de submersion. Ils n'ont plus le sentiment d'être chez eux. Ils ont le sentiment d'être ailleurs. Et dans un ailleurs qu'ils n'ont pas choisi. Pas comme les journalistes qui voudraient être ailleurs aux États-Unis, mais c'est eux qui l'ont choisi. Si on les envoyait ailleurs. Mais Mélenchon vous dirait il n'y a pas de chez soi, le chez soi est changeant au fur et à mesure du temps, de l'histoire, Bien de sûr. l'évolution. Et je me permets en plus de rajouter le livre de brochure Gallimard de Bielski s'appelle ce grand dérangement de Voilà, ce l'immigration en grand France. dérangement. Voilà. Il y avait un jeu de mots, grand dérangement. Bon, mais moi j'ai écouté avec attention ces interviews. Il ne dit pas que le Premier ministre est dans l'erreur. Il dit que de manière générale, on parle de l'immigration en ne parlant que de l'immigration illégale. Et que si on veut parler de l'immigration, il faut parler de l'immigration illégale et de l'immigration légale. Hein. Et alors, il faut parler aussi de certains dispositifs légaux sur lesquels on doit s'interroger. Par exemple, prenez le regroupement familial. C'est aujourd'hui la source de la majorité de l'immigration en France. La majorité de l'immigration légale, clairement.
ça veut dire que chaque fois que on accorde l'asile ou la protection subsidiaire à une personne, en général, dans 80% des cas, ce sont des hommes, dans les mois qui suivent, dans les années qui suivent, ils vont faire venir leur famille. Donc, on n'a pas donné la protection à une personne, mais à 4 ou 5 personnes. Et ils vont faire venir une famille dans laquelle, en général, l'épouse n'a pas un niveau culturel ou d'instruction ou de connaissance de la langue française, et les enfants n'ont pas eux-mêmes d'un niveau suffisant pour garantir leur intégration. Donc, on crée les conditions de la non-intégration. Des pays comme l'Allemagne, par exemple, ont un dispositif de regroupement familial, mais beaucoup plus sévère, beaucoup plus strict, qui fait que une personne n'est pas en moyenne égale à l'arrivée de 4 personnes supplémentaires qui sont pour des années en position de ne pas pouvoir être intégrées. C'est pas seulement l'immigration illégale, ce sont nos dispositifs d'immigration légale qui ne sont pas construits d'une façon équilibrée pour permettre l'intégration et l'assimilation. Alors Mélenchon, il a raison, le chez-soi ça change. Par exemple, le plat préféré des Français, c'est le couscous. C'était pas le cas dans les années 1900. Bon. Mais ça change par assimilation, c'est-à-dire qu'on se ressemble les uns aux autres. Donc nous ressemblons en partie à ceux qui sont arrivés, mais ceux qui sont arrivés nous ressemblent totalement parce que nous leur ressemblons en partie. C'est ça le principe de l'assimilation. Alors c'est évidemment décrit comme colonialiste et raciste par ceux qui se déclarent aujourd'hui être la gauche. Alors évidemment, comme on refuse ce processus, là aussi, on ne peut pas avoir de solution à partir du moment où on refuse ce qui permet de le faire avancer. Non, nous avons la chance d'avoir à la tête de l'Office de l'immigration et de l'intégration quelqu'un qui est un grand connaisseur, qui a une vraie vision, qui a une vision de la laïcité. Il a écrit sur ce sujet des livres, notamment avec Régis Debray, une vision. C'est quelqu'un qui a des origines politiques dans la vraie gauche, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Oui, dans la Très gauche du passé, c'est différent. Oui, Et d'avant. donc, Non, mais c'est des bonhommes qui faisaient des nous révolutions avons, quand même. La gauche quotidien, c'était des gens un peu sérieux. tout Pas simplement, des nous avons là quelqu'un qui donne des avis qui sont très sérieux. Alors, est-ce qu'ils sont suivis par les gouvernants? Parfois. Parfois, on doit reconnaître que certains avis ont été suivis par les gouvernants, mais disons à la marge, dans la correction de ce qui est permis à la France. Vous savez que de manière générale, c'est à Bruxelles que ça se décide. Et donc notre influence à Bruxelles, elle est très faible. Et quand vous avez à la frontière italienne un étranger en situation irrégulière qui arrive en France, on ne peut pas le faire repartir. On doit le garder, lui donner toutes sortes d'indemnités, le loger, lui donner des conditions matérielles d'accueil, lui fournir Et une notification. un avocat gratuitement pour qu'il puisse contester l'idée qu'ils doivent repartir. Et ensuite, nous n'avons pas le droit de le retenir. Donc, en général, il disparaît dans la nature avant même que l'avocat qu'on a payé ait le temps de plaider. Mais ça, c'est pas du tout la loi française. La loi française, elle dit pas ça. Mais l'Union européenne nous a imposé ce processus-là. Donc, Oui. Clairement, il n'y a aucune souveraineté dans la politique. Que ce soit sur l'industrie, sur l'économie, sur l'insécurité culturelle, sur tous les sujets, le mécanisme délétère, c'est celui de l'Union européenne. Il est délétère dans tous les domaines. Il n'y a pas un seul point sur lequel on puisse dire « Ah, l'Union européenne, ça c'est bien ».
Oui, vous allez me dire Erasmus. Non, les bouchons Enfin, et les chargeurs de les chargeurs téléphone. de Mais c'est un voilà, combat alors ça immense qui a c'est le été nouveau. gagné. Les chargeurs de téléphone en USB-C, voilà. Vous savez, il suffisait On a d'un une accord victoire. international, hein, il n'y avait pas besoin, de l'appareil, coûteux de Bruxelles pour que les chargeurs soient en USB-C. On a les victoires qu'on peut, hein. Alors sur la question de l'immigration est importante, on voit, que ça a un rôle, fondamental dans, la progression très forte de l'AfD en Allemagne, mais également, de Sarah Wagenknecht, à gauche, qui, elle, fait partie des gens de gauche qui parlent de ce sujet. C'est l'espoir, Et bien évidemment, on l'a vu aux c'est l'espoir de États-Unis. la gauche allemande, Donald Sarah Wagenknecht. Exactement. C'est une femme qui a Et compris les problèmes. Il n'existe personne en France qui ait une telle présence médiatique et politique et qui ait compris à ce point les problèmes tels qu'ils se posent. C'est une femme remarquable. d'ailleurs, c'est une des raisons aussi qui explique l'effondrement de Die Linke. Mais passons. On voit aussi évidemment que ça a été un sujet central, aux États-Unis pour ces élections, et Donald Trump se manifeste comme un anti-immigration très, très fort. Est-ce qu'il vous semble, bon déjà qu'il pourra faire quelque chose? Est-ce qu'il va réellement faire quelque chose? Heu, ou est-ce que c'est démagogique? Et est-ce que, vu l'influence des États-Unis sur nos pauvres, dirigeants européens, est-ce que cela ne va pas les inciter à copier ce que fait le patron? Ça, c'est tout le problème des vassaux, des agents, des laquais. Il y a toujours un décalage avec le patron. Que Trump veut réduire d'ailleurs, vous avez vu qu'il veut prendre le contrôle des services secrets et imposer le fait que c'est lui qui décide. Alors vous verrez, On lui souhaite bon courage, ça a mal fini en pour tout cas, certains, vous hein, verrez déjà. que si il réussit, vous entendrez dans la politique française un certain nombre de personnes qui changeront de discours. Alors, dans la politique européenne en général, quand on est à la tête d'un empire, on essaye de contrôler les dirigeants des pays qui sont les satellites ou les colonies de cet empire. Euh, il va réussir quelque chose qui est une opération de communication. Vous savez, régulièrement, il y a un débat sur l'appel d'air. La gauche dit que c'est honteux et la droite dit que c'est terrible et qu'il faut arrêter l'appel d'air. Chaque fois qu'on organise une séance de régularisation où on régularise 1 million de gens, il arrive aussitôt entre 500 000 et 1 million de nouveaux. Parce qu'ils ont le sentiment que c'est là qu'il faut venir. C'est là qu'il y a une régularisation. Donc c'est formidable. Alors vous allez me dire, oui, ben, l'Espagne, elle régularise massivement en ce moment, et qu'est-ce qui va lui arriver? Il va lui arriver des personnes qualifiées et formées du Venezuela, qui parlent espagnol, qui sont des chrétiens et qui s'intégreront dans la société espagnole à très grande vitesse. Voilà le pari espagnol. Si nous régularisons, nous n'aurons pas des Québécois. Voilà la vérité. Si, en régularisant, on était sûr d'avoir 500 000 Québécois formés, compétents et qui viennent immédiatement nous aider dans l'industrie et dans les services, bien entendu, on pourrait faire ça. Mais c'est pas le type de population qu'on va avoir. On va avoir un type de population qu'on ne saura pas intégrer. Donc le problème majeur, c'est pas tant la circulation des personnes que la capacité de faire une société avec ces personnes. Trump, il fait une opération de communication, il dit l'immigration c'est terminé. En disant cela, il va dissuader euh, un très grand nombre des personnes qui souhaitaient migrer depuis l'Amérique latine vers les États-Unis. Notamment, il va dissuader les moins formés.
Parce que ceux qui sont très formés, ils arrivent à obtenir une carte verte parce que ils ont souvent des compétences particulières. Vous savez que les États-Unis sont le pays qui a le plus de prix Nobel. Mais ils ne sont pas nés aux États-Unis, les prix Nobel américains. Ils sont nés ailleurs. Les Américains les ont achetés. Ils ont acheté les savants parce que les Américains ont une politique d'achat des compétences à l'étranger. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est l'immigration des pauvres, parce qu'ils ne savent plus les gérer, parce qu'ils ont suffisamment de pauvres eux-mêmes pour devoir d'abord donner du travail à leurs pauvres avant de donner du travail aux pauvres qui viennent d'ailleurs. Et donc pour ça, la politique de Trump, qui fait des coups de force, comme l'avion qu'on a vu vers la Colombie, c'est une politique médiatique. Elle vise à toucher les personnes qui pourraient avoir envie de venir aux États-Unis et qui vont regarder ailleurs. Parce qu'elles vont regarder vers l'Europe. L'Europe, ça coûte quand même beaucoup plus cher. C'est pour ça que l'Espagne a l'avantage d'avoir des personnes beaucoup plus formées qui arrivent chez elle. Donc vous pensez que ce sera juste médiatique? Ah non, Il n'y aura pas des non. pro Juste on a vu un médiatique, ça veut déploiement dire, des marines, juste médiatique, ça veut dire une confinement. vraie efficacité. Parce que quand vous dites aux gens, c'est pas la peine d'essayer de venir, on vous bloquera, bon, bah, ça refroidit quand même une majorité. Si vous avez 2 ou 3 fois moins de gens qui partent d'Amérique latine pour arriver aux États-Unis, même si vous ne pouvez jamais bloquer totalement un flux migratoire, le flux, il aura déjà diminué de moitié ou des 2 tiers. Si nous-mêmes, nous avions un discours disant que on va limiter l'immigration, il y aurait moins de candidats. C'est très simple. Pourquoi les gens veulent passer en Angleterre? Pourquoi les migrants qui veulent passer en Angleterre veulent passer en Angleterre? Eh bien, parce que en Angleterre, il y a toute une série de règlements qu'il y a ici qui n'existent pas. Le travail au noir est parfaitement massif, organisé et systématique. Donc, en France, si vous travaillez au noir, bah, vous prenez quand même quelques risques. En Angleterre, vous n'en prenez pas. Donc, ils veulent aller en Angleterre pour ça. En France, vous avez la loi républicaine qui s'applique à tous. En Angleterre, vous avez le droit personnel. Donc, si vous êtes musulman, c'est la charia qui s'applique à vous. Donc, vous n'avez aucune limite au voile, à tout ce que vous pouvez imposer à vos enfants. Il ne faut pas croire que les Il y a migrants 10 ans, sont des gens qui n'ont aucune culture, aucune connaissance et pas de téléphone portable. Ils ont tous un téléphone portable. Et ils regardent au jour le jour et ils font une comparaison de ce qui les attend potentiellement dans un pays et dans un autre. C'est comme ça qu'ils choisissent, par exemple, en Europe, l'Allemagne, et quand l'Allemagne les a rejetés, ils viennent en France parce que c'est en France où, lorsque on n'a aucune formation, on bénéficie du meilleur suivi, de la meilleure protection. C'est comme ça que nous avons une immigration qui est particulièrement peu intégrable, parce qu'elle va d'abord en Allemagne, et les Allemands jettent les moins bons, et donc ils viennent chez nous. j'avais fait il y a 10 ans, des observations de terrain, à Londres avec, l'auteur de This is London. Il m'avait montré des endroits absolument improbables, juste pour souligner ce que vous disiez, des sortes de bricoramas géants à la périphérie de Londres où, au vu et au su de la police, puisqu'ils étaient là en faction, dans une voiture, tout un tas de gens, pauvres, immigrés étaient sur un marché littéralement aux esclaves, tous clandestins, mais ils avaient une pancarte avec marqué leurs tarifs pour le travail à l'heure, journalier, qu'est-ce qu'ils mangeaient, et arrivaient des camionnettes ou des voitures, parfois des particuliers, mais le plus souvent c'était des entrepreneurs, voilà. Bon, pas trop regardants sur, qui travaille dans leurs entreprises de bâtiment, et quand ils nous ont repérés avec les appareils photo, la caméra, se mettant embusqués, on a vu courir vers nous une bande de gens, patibulaires, pour le moins. Ils visiblement ne voulaient pas trop. Et on est, On documente cela. on est dans une situation dans laquelle les candidats à la migration sont très informés.
et suivent au jour le jour les évolutions. Il serait d'ailleurs... C'est drôle parce que ce que vous dites là, c'est Mélenchon dit le contraire. Il dit: «Vous croyez que les gens regardent les codes bien sûr. les Je codes sais que c'est le pénaux discours des différents pays Je sais que par c'est le migrants?» discours de l'extrême gauche qui dit vous êtes des monstres si vous pensez que les migrants font un benchmarking, parce que l'extrême gauche parle anglais, comme les rues chères à Mélenchon, que les migrants font un benchmarking entre les pays et les sociétés. Naturellement, ils font cela. Naturellement. Au prix qu'ils payent aux passeurs, ils veulent quand même essayer de rentabiliser cela en allant dans l'endroit qui va correspondre au mieux à leurs attentes et à leurs espoirs. C'est un comportement simplement intelligent. Pourquoi penser que les migrants ne sont pas intelligents? Ça, c'est une vision prétentieuse de l'extrême gauche, qui pense qu'il n'y a que les blancs européens qui sont intelligents, les autres, on doit leur ouvrir toutes les portes parce que ce sont des imbéciles. Non, non, ils sont aussi intelligents que nous. Oui, vous avez raison, et quand on voyage un peu, moi je suis tout le temps toujours frappé, et on a été encore, avec Pedro, que ce soit au Brésil, en Russie, ou en Afrique de l'Ouest, par, la pensée néocoloniale, occidentale et aussi à Elle est, gauche, elle est heu, principalement... La pensée coloniale vient de gauche. voire La, raciale. C'est-à-dire qu'à la la limite, ils sont plus imbéciles que nous, La ces pauvres pensée gens. coloniale vient de la gauche. Hein. C'est l'idée qu'on va faire du social en apportant à ces pauvres gens la civilisation. C'était ça l'idée de départ. Bon. Et aujourd'hui, la pensée néocoloniale, elle est beaucoup plus forte à gauche qu'à droite. Oui, bien sûr. Bon, mais sur ce, merci, Gilles. C'est un sujet, difficile qui a provoqué énormément de commentaires. Heu, Puisqu'on a des gens qui nous suivent qui n'ont pas tous le même, évidemment, c'est un média, n'ont pas les mêmes avis. En tout cas, beaucoup qui, vous remercient de la manière dont vous présentez les choses et de la lucidité, avec laquelle vous le faites. D'autres qui ne sont pas du tout d'accord et considèrent que c'est tout à fait inacceptable ce que vous dites. Le réel, Chacun, jugera en fonction des vrais le arguments, réel est souvent inacceptable. malheureusement. Et le Comme réel disait Laurent est Bouvin, difficilement acceptable. le réel, c'est quand on se cogne dedans. Et en général, ça fait mal. Bien, merci pour cette conclusion. Le réel, c'est que quand on se cogne dedans et bien, à la semaine prochaine, À la Gilles. semaine prochaine.